Togo est fou. Le Togo à votre portée. Il nous faut changer notre perception des choses nous-mêmes. Ah non, monsieur Robert Doucet. Il faut d'abord changer la classe politique africaine, en commençant par des imposteurs comme vous. Il faut d'abord changer tous les présidents africains qui servent à l'oligarchie française et mondialiste, en commençant par le président qui vous a coopté au poste de ministre des Affaires étrangères. C'est par cela qu'il faut commencer. On ne peut pas seulement commencer et changer les mentalités. On aura beau, parce qu'aujourd'hui les mentalités, on les a déjà changées. La preuve qu'au Togo, il y a une jeunesse qui est très éveillée sur le continent. Aujourd'hui, on voit qu'il y a la fièvre du panafricanisme qui a contaminé et qui contamine la plupart des pays africains. On ne vous a pas entendu pour cela. Mais même si les mentalités changent, mais que la classe politique, les dirigeants dirigés dans ces pays ne sont pas changés, on ne peut pas libérer l'Afrique. Donc commencez d'abord par ça. Il faut vous changer vous-même d'abord. Ne parlez pas de mentalité pour endormir les gens. Les mentalités, c'est déjà réglé. Mais maintenant, il faut changer les dirigeants. On continue. C'est le plus important. Parce que quand nous le changeons, nous faisons la déclinaison sur les questions qui touchent par exemple à l'éducation, à notre identité. On parle du panafricanisme. Nous sommes des Africains. Mais malheureusement, comme vous et moi, beaucoup d'entre nous, quand ils réfléchissent dans des langues étrangères. Oui, mais c'est tout à fait normal. Parce que vous vendez les Africains à vos maîtres, à l'impérialisme. Donc c'est normal que aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'éducation, oui, il n'y a pas une souveraineté sur le plan éducatif. La preuve que même vous êtes obligé d'aller acheter un faux diplôme pour vous donner le titre de professeur avant d'aller enseigner à l'université. Et que maintenant, on vous appelle partout professeur. Ça démontre que vous-même, vous êtes en pur colonisé du cerveau. Que votre mentalité, votre esprit est colonisé. Donc, il faut d'abord commencer à décoloniser votre propre esprit en tant que ministre des Affaires étrangères, avant de dire que les autres doivent changer de mentalité. Parce que vous, ni la mentalité, vous ne voulez les changer, ni la politique, ni socialement, ni culturellement, ni sur le plan de l'éducation. Voilà. Vous ne voulez rien changer. La seule chose qui vous intéresse, c'est de piller, de voler, de vous enrichir, de mettre vos familles, vos femmes et enfants à l'abri du besoin, alors que le peuple togolais, dans sa majorité, a du mal à se nourrir. C'est ça vos préoccupations. On continue. C'est pourquoi nous avions développé le concept de l'africanophonie. Il faut valoriser nos langues. Toutes les puissances aujourd'hui dans le monde que nous citons réfléchissent et apprennent les sciences dans leur langue. On écoute, désolé. Chine, qui vient de loin, tout se fait en chinois d'abord. Le chinois réfléchit en chinois d'abord, avant de parler les langues étrangères. Nous sommes même choqués, voire surpris, de voir un pays comme la Corée du Sud. En 1960, chers amis, la Corée du Sud avait le même niveau de développement que certains pays africains, comme le Ghana. Oui. Alors, il dit que les Chinois réfléchissent d'abord en chinois et que aujourd'hui, nous sommes les seuls à qui on enseigne la science, tout dans les langues étrangères. Mais, vous voyez, il ne dit pas pourquoi. Il ne rentre pas en profondeur. Il n'explique pas le mécanisme qui a conduit à cela. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi aujourd'hui les Africains ne sont pas souverains? Pourquoi on enseigne la science, la mathématique, la physique? Ces choses-là, on les enseigne dans une langue étrangère aux Africains. Et pourquoi, comme il le cite comme exemple, la Corée du Sud, qui était au même niveau de développement que le Ghana
dans les années 60 ou je ne sais pas, ou 80 comme il dit. Aujourd'hui, la Corée du Sud est à des années-lumière, par exemple, du Ghana. Pourquoi? C'est quoi les conséquences? Tout d'abord, je pense qu'il y a la corruption. Il y a la corruption des dirigeants, la médiocrité des dirigeants, la malgouvernance, l'incompétence et surtout le manque d'une réelle indépendance dans les anciennes colonies françaises qui sont passées de colonies à camps de concentration, qui sont des pays intendants et non des pays indépendants. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, aujourd'hui, les anciennes colonies africaines de la France ne sont pas des pays indépendants. Ce sont des pays intendants. Voilà, ce sont des camps de concentration. Donc c'est ça les facteurs. Et qu'est-ce qui pousse à maintenir ces colonies dans dans ces états? Tout simplement parce que vous êtes cooptés, vous les hommes politiques, vous les dirigeants de ces pays, vous êtes cooptés à la tête de ces pays et vous travaillez pour ceux qui pillent, ceux qui volent, ceux qui tuent les populations africaines. Parce que vous êtes les complices des bourreaux des Africains. L'oligarchie française ne peut pas venir piller le Togo, les richesses naturelles du Togo, si l'oligarchie togolaise, je ne dirais même pas une oligarchie, si la bourgeoisie comprador, la 5e colonne au Togo, des gens comme vous, ne les aide pas à le faire. C'est parce que vous êtes là, vous les endocolons, vous aidez l'oligarchie française à piller, et c'est pour cela que ça continue. Parce que la médiocrité, la malgouvernance, c'est cela qui vous arrange. Vous trouvez vos intérêts là-dedans. Et si demain ces pays commencent à se développer, vous, ça ne vous arrange pas. Parce que voici un ministre dans un pays où on n'a jamais condamné un ministre pour corruption, pour détournement de fonds publics, et qui vient comparer le développement de la Corée du Sud avec le Ghana. Mais en Corée du Sud, quand il y a corruption, les gens sont condamnés. Et le taux de salaire, le niveau de vie n'est pas pareil. Là-bas, un ministre peut gagner ou un fonctionnaire peut gagne tellement bien sa vie, ce qui fait que même quand tu viens pour essayer de le corrompre, ça ne fonctionne pas. Et il y a une sensibilisation au sein de la population. Et les gens n'ont pas peur de dénoncer leurs dirigeants. Vous voyez? Mais au Togo, quand on dénonce ceux qui volent, ceux qui détournent l'argent du pays, au lieu de condamner les voleurs, vous traquez plutôt ceux qui dénoncent et ceux qui lancent les alertes, comme vous essayez en ce moment de faire avec ma personne. Parce que je suis au courant de ce que le gouvernement togolais manigance contre ma personne, mais moi je n'ai pas peur. Donc ça rentre ici, ça ressort de l'autre côté. Voilà la différence avec la Corée du Sud. Alors, ne prenez pas des exemples en prenant des Africains pour des cons non plus. On n'est pas des imbéciles. C'est facile de venir vomir des réponses un peu pour jouer le panafricaniste, mais vous n'avez rien d'un panafricaniste. Donc, cessez de duper les populations. Regardez aujourd'hui la Corée du Sud. Mais vous saviez, c'est d'abord au niveau de la mentalité. Quand vous arrivez, vous êtes en Corée, le Coréen pense d'abord en coréen, avant de penser dans une langue étrangère. Mais vous voyez, il parle de tout, il insiste sur la mentalité, mais aucunement il dénonce les facteurs de la France-Afrique. Aucunement depuis le début, depuis tout à l'heure, il ne dénonce la monnaie de la servitude, la monnaie nazie qui est le franc CFA. La Corée du Nord a sa propre monnaie. Et sa monnaie n'est pas fabriquée par la France. Mais vous voyez, il parle, il reste à la surface, il ne veut pas rentrer en profondeur. Parce que le réel objectif de Jussé, ce n'est pas de faire du panafricanisme. C'est de se mettre dans la peau d'un panafricaniste pour essayer d'attirer le soutien des populations togolaises d'abord et ensuite des populations africaines. Mais nous sommes là et nous allons veiller à ce que cela ne se passe pas. On continue. Quand nous ne valorisons pas nos langues, quand nous ne changeons pas cet esprit en nous, et nous sommes plutôt habités par un esprit extérieur, nous ne pouvons pas réussir. Donc moi, je pense
que le changement de mentalité par les Africains eux-mêmes. Ne condamnons personne. C'est à nous de changer. Vous voyez, il insiste encore une fois. Deuxième indice, il insiste en disant ne condamnons personne. Ne condamnons personne. Vous voyez, ça prouve et ça démontre qu'il n'est pas là réellement pour changer les choses. Il sait très bien que s'il dit qu'il faut condamner des gens, d'abord, il faut que lui-même soit condamné, mais surtout qu'il faut condamner ses maîtres qui sont à l'Élysée et qui lui ont donné l'autorisation de manipuler la jeunesse qui aujourd'hui suit le panafricanisme, l'idéologie panafricaine. Je suis désolé, Doucet ne peut pas venir ici nous parler en disant que l'Afrique n'est pas développée, il y a un manque de développement X ou Y, en comparant le Ghana avec la Corée du Sud, sans condamner ceux qui sont responsables de ça. Parce qu'il y a, oui, des Africains qui sont complices, qui sont responsables, mais il y a surtout les Occidentaux, notamment l'oligarchie française. Mais vu qu'il n'a pas les épaules solides et qu'il n'a pas les coronesses, comme on le dit, on dit ici en France, M. Doucet n'a pas les coronesses. Nekou, Ndonekou, il n'a pas les coronesses pour parler. Donc, il préfère insister en disant ne condamnons personne. C'est comme si on disait qu'il y a des crimes contre l'humanité, mais on nous dit qu'il ne faut condamner personne. Mais pourtant, on reconnaît qu'il y a crime contre l'humanité. Mais il ne faut condamner personne. Encore une fois, on condamne les Africains. Oui, ce sont les Africains qui sont responsables de leur propre souffrance, de leur propre malheur. On met tout sur les Africains, mais on ne condamne jamais les bourreaux des Africains. Voilà la rhétorique que utilise ce soi-disant ministre que je qualifie de sinistre, Robert Doucet. On continue. Mentalité, c'est à nous de valoriser nos cultures, de valoriser nos langues, d'éduquer nos enfants dans nos langues. Oui, valoriser les cultures. Comment valorisez-vous la culture togolaise? Parce qu'en Afrique, il y a tellement de cultures. Prenons le cas du Togo. Comment valorisez-vous la culture togolaise? Que faites-vous pour valoriser la culture togolaise? Puisque vous en parlez. Moi, je vous pose la question. Monsieur Robert Doucet, comment valorisez-vous la culture togolaise? Hein? Mais vous parlez en disant aux Africains qu'il faut parler d'abord dans leur langue. Mais dites aussi aux Africains, à vos populations au Togo, que ce n'est pas en allant prier le Vatican, que ce n'est pas en allant prier Jésus de Nazareth, que ça ne fait pas partie de leur culture. Mais vous parlez de culture, mais vous avez peur de dire la vérité aux Togolais. Vous parlez de culture, mais vous ne posez pas d'action aujourd'hui qui valorise la culture togolaise, qui sauvegarde la mémoire, la culture togolaise. Que faites-vous depuis 54 ans pour mettre en avant la culture togolaise? Le Togo a une culture historiquement basée sur le vaudou. Contrairement au Bénin où Patrice Talon met en avant cette culture, au Togo c'est l'inverse. Vous financez des pasteurs qui attaquent même les vaudous-ci dans les rues pour les humilier. Vous emprisonnez les prêtres Hunon, les prêtres vaudous au Togo. Vous êtes tous membres de la franc-maçonnerie liée au Vatican. Et vous nous parlez de culture. Voici un monsieur qui est endimanché dans son costume délabré, matin, midi, soir, avec des cravates, qui a du mal à respirer, mais qui nous parle en disant qu'il faut valoriser notre culture. Comment lui-même valorise déjà la culture togolaise, pour ne pas dire la culture africaine. Monsieur Doucet, dites-nous. Dites-nous. Moi, cela m'intéresse de savoir quel est le plan, le programme, le projet que le gouvernement togolais a mis en place pour valoriser la culture togolaise. Et ensuite, moi, je pourrais vous prendre au sérieux. On continue. La langue étrangère, c'est le chemin de la réussite. Comment pourriez-vous comprendre qu'on nous apprend les mathématiques, toutes les sciences, on les apprend dans les langues étrangères? Alors, vous pensez qu'on peut arriver à l'enseignement dans notre pays, en Kabylie, en Evé par exemple? Regardez déjà. Le journaliste lui dit, est-ce qu'on peut arriver dans l'enseignement dans notre pays, en Kabylie et en Evé? Alors déjà, avant d'avoir une langue, il faut convoquer une assise nationale. Il faut d'abord être une nation.
les États africains, les anciennes colonies africaines ne sont pas des États-nations. Ce sont des États multi-ethniques. Voilà pourquoi cela crée des problèmes et les Occidentaux le savaient très bien. Et c'est pour cela qu'ils font en sorte de mettre en avant l'État multi-ethnique dans nos pays. Le Togo n'est pas une nation. Parce qu'une nation a une langue, a une identité, une culture. Vous prenez l'histoire de la France, c'était des royaumes qui s'affrontaient, qui s'entretuaient sous Clodion le Chevelu, etc., de Bertrand du Guesclin, de Jeanne d'Arc, etc., et ensuite qui ont décidé de se mettre ensemble, de former un seul pays qui est devenu la France, le royaume franc est devenu la France, etc., et malgré qu'en France, il y a des Normands, il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a des Alsaciens, etc., en France, la seule langue parlée, c'est le français. Pourtant, la langue bretonne existe. Les Corses ont leur langue, les Normands ont leur langue. Mais en France, on parle le français comme langue dans l'administration pour se comprendre. Mais quand vous allez au Togo, mais le Togo n'est pas encore une nation. Parce que vous allez dans l'administration, il y en a qui parlent Kabyé, il y en a qui parlent Kotokoli, il y en a qui parlent Bassar, il y en a qui parlent Losso, il y en a qui parlent Minan, il y en a qui parlent, etc. Donc c'est un État multi-ethnique. Mais on ne devient pas une puissance en restant en État multi-ethnique. Donc si on veut devenir une puissance, si on veut se développer, si on veut devenir une nation, il faut convoquer une assise, réunir tous les peuples au Togo, prendre une seule langue et commencer à l'enseigner. Ça ne veut pas dire que parce qu'on choisit cette langue que les autres peuples ne vont plus exister. Mais il faut sortir déjà de ce cadre ethnique qui plonge nos pays dans la guerre souvent. Parce qu'il y a beaucoup de l'ethnocentrisme dans nos pays. Et ensuite là, on crée une nation et on développe un pays. Mais ce n'est pas en disant qu'il faut enseigner la science en Évé, en Kabyé, en Kotokoli. Non, ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ça. Soit vous changez les choses, vous attaquez les choses à la racine, en profondeur, ou arrêtez de parler et arrêtez de vouloir faire croire que vous êtes des panafricanistes. On continue. Je crois que revisiter l'histoire du Togo, vous verrez qu'il y a quelques années, il y a des cours de Kabyé, d'Évé, et même d'autres langues qu'on peut développer dans une école, il y avait des cours. Pourquoi nous ne le faisons plus? On est capable de le faire. Dans certains pays africains, les gens pensent dans leur langue. Vous savez, c'est important pour mobiliser des hommes et des femmes, pour former par de l'éducation. Donc, dès les premiers âges, il faudrait que ça soit dans nos langues et dans nos cultures. N'empêche qu'arrivé à un certain niveau, vous allez voir que les gens vont... on n'a pas le choix de parler dans les langues étrangères, mais il faudrait commencer dans notre pays. Je vais vous donner un autre exemple, qui est un exemple d'actualité. Écoutez l'exemple qu'il va donner. C'est la force aujourd'hui du Rwanda dont tout le monde en parle. Écoutez l'exemple. La force du Rwanda, c'est que le président Kagame, avant lui, et il l'a mieux introduit aujourd'hui, quand vous êtes avec les Rwandais, ils font presque tout en Kinyarwanda. Vous voyez, un monsieur qui se dit panafricaniste, qui prend le pire des dirigeants sanguinaires qui existent sur le continent africain comme modèle. Il nous cite Paul Kagame comme modèle. Lui qui se dit panafricaniste. Quand on sait que Paul Kagame est l'instrument de l'impérialisme anglo-saxon utilisé pour envahir le Congo et qui a causé la mort de plus de 15 millions de Congolais, femmes, hommes, enfants, jusqu'à maintenant, passé sous silence, que les médias ne parlent même pas, ne dénoncent même pas. Quand on pense le rôle que joue Kagame dans l'invasion du Congo, du territoire congolais, par des criminels, des terroristes, voilà que lui, il prend Kagame comme modèle. C'est ça le panafricanisme que eux, ils veulent vendre aux Africains. Un panafricanisme qui respecte, vous comprenez ou pas, l'idéologie, la doctrine de l'Occident, des Occidentaux, de leurs maîtres. Moi, je suis désolé,
Paul Kagame n'est pas un exemple de panafricanisme sur le continent africain. Surtout pas. Et moi, je ne l'accepte pas. Parce que, je répète, quand on sait le rôle que joue Paul Kagame dans l'extermination du peuple congolais, plus de 15 millions de morts. Les ONG ont même arrêté de compter les morts. Quand on voit la barbarie, l'atrocité que Paul Kagame fait subir au peuple congolais, qui sont aussi des Africains, je suis désolé, moi je ne peux pas croire que ce Robert Doucet est un panafricaniste. On continue. Ils écrivent, l'école commence en Kinyarwanda, dans leur langue, et évidemment, c'est le français, c'est l'anglais, c'est les autres langues étrangères. Tout commence par le Kinyarwanda, et ne soyez pas surpris de voir que les Rwandais aujourd'hui ont une vision qui est celle de leur peuple et de leur président, que nous saluons de passage, et c'est normal, qui fait que le Rwanda est cité aujourd'hui comme exemple. Mais c'est que ça s'est fait dans leur langue. Réinventer le panafricanisme en prenant en compte les préoccupations des peuples africains, de la diaspora et des afrodescendants. Monsieur le ministre, quelles sont les aspirations exprimées par cette diaspora et ces afrodescendants? Qu'est-ce que vous voulez dire par aspiration? Les aspirations de mes connaissances. Oui, justement, est-ce que vous avez leurs préoccupations? Nous connaissons les préoccupations, c'est ce que nous vous disons, qu'une session sera consacrée à cette 6e région de diaspora et des afrodescendants. Mais cette préoccupation, nous ne voulons pas parler à leur place, parce que vous aurez l'occasion vous-même d'échanger bien avant, ou peut-être lors du 9e congrès l'année prochaine. Vous écoutez, hein? Avec les frères et sœurs de la diaspora et des afrodescendants. Mais leur préoccupation est claire. Il s'agit essentiellement de faire développer le continent africain. Il s'agit essentiellement de faire occuper à l'Afrique la place qu'elle doit occuper, que ce continent doit occuper dans le concert des nations. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais on ne peut pas développer un continent avec une diaspora, avec des gens comme vous à la tête de ces pays. La diaspora représente une force de frappe aujourd'hui pour le continent. Si vous prenez rien que la diaspora, c'est à peu près des milliards et des milliards d'euros que la diaspora envoie sur le continent. Mais si aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas à se développer, l'Afrique qui est en continent n'arrive pas à se développer, les pays du continent ne se développent pas, c'est parce qu'on a des dirigeants sans vision comme vous, comme ce monsieur qui s'exprime aujourd'hui et qui veut nous faire croire qu'il est devenu panafricaniste, parce qu'il organise un congrès panafricaniste à Lomé pour duper les populations. Mais toute personne qui se rendra à ce congrès panafricaniste à Lomé en 2024, organisé par l'Union africaine, la France et le Togo, sera considérée comme traître à la lutte que nous menons. Parce qu'un vrai panafricaniste, en tout cas ça ne sera pas moi, je ne mettrai pas les pieds là-bas. J'ai déjà eu la discussion avec une des personnes qui sont en charge de cette supercherie. J'ai été clair là-dessus. Ne comptez surtout pas sur moi. Je ne mettrai pas pied à Lomé, soi-disant pour aller participer à un congrès panafricaniste. Pour moi, ça serait une insulte. Déjà, à la mémoire des martyrs, à la mémoire du peuple togolais, à la jeunesse et surtout du continent africain. C'est une insulte. Si demain vous me voyez, moi, me rendre au Togo pour dire que je participe au 9e congrès panafricaniste organisé par le Togo, la France et l'Union africaine. Je suis désolé, ça sera sans moi, sans la Ligue de défense noire africaine et sans la confrérie des frères panafricains. Et toute personne membre de la confrérie des frères panafricains qui se rendra à ce congrès sera immédiatement viré de la confrérie. Et je ne pense pas que quelqu'un de la confrérie aura le courage d'aller jouer ce jeu et de se rendre à ce congrès. Parce que je vais vous dire une chose. Si j'ai refusé de participer au Pan-African Award au Cameroun, où on était nominé dans soi-disant catégorie des activistes, je ne sais quoi, j'ai demandé à ce qu'on me retire immédiatement de cette supercherie,
Parce que je ne me vois pas aller au Cameroun participer en Pan-Africa et World, je ne sais quoi, alors qu'au Cameroun, depuis plus de 40 ans, il y a un monsieur et sa famille qui dirigent le pays et que au Cameroun, il y a des gens qui subissent, qui sont opprimés, des journalistes sont assassinés et que je ne peux pas le dénoncer. Moi, je ne participe pas à de telles supercheries. Ce n'est pas dans mes convictions. Donc, si déjà ça, je refuse, alors vous imaginez bien que ce n'est pas au Togo que j'irai pour participer à un soi-disant congrès panafricaniste organisé par la France, l'Union africaine et le Togo. Alors, on continue. Oui, et quand vous êtes africain, vous êtes afrodescendant. Vous connaissez la part qui est réservée aux afrodescendants dans le monde entier, dans toutes les situations. On a l'impression qu'on est toujours les derniers de la classe. On a l'impression qu'on est piétiné. On a l'impression qu'on est humilié. Oui, il dit qu'on a l'impression qu'on est les derniers de la classe, qu'on est piétiné, qu'on est humilié. Mais la faute, parce que vous, les dirigeants, vous êtes incapables de protéger la diaspora, les afro-descendants. Vous êtes en train de parler, mais combien de fois on vous a vu ouvrir votre gueule quand les Noirs se font tuer ici en France? Combien de fois on vous a vu prendre la parole, faire un communiqué pour sommer l'État français de respecter le droit des citoyens noirs, de respecter les afro-descendants, de respecter le droit des Noirs aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique? Combien de fois on vous a vu dire à la France de libérer les îles éparses qu'elle occupe? Combien de fois on vous a vu dire à la France d'arrêter de pratiquer la négrophobie sur les citoyens noirs qui représentent 8% de la population, c'est-à-dire en France? Jamais on vous a vu. Récemment, une Togolaise a été tuée ici en France, à Marseille. Qu'est-ce que vous avez fait pour la famille? Rien du tout. Mais vous parlez des afro-descendants, mais vous êtes incapable de leur apporter de protection. Vous êtes incapable de leur apporter de l'aide. Si ce n'est pas la diaspora, les afro-descendants qui vous défendent, mais vous êtes des esclaves soumis. Je le dis, vous êtes la pire espèce qui existe au monde. Je ne dirais pas que vous êtes des animaux, parce que chez nous, on respecte les animaux. On ne doit pas insulter les animaux. Mais vous êtes la pire espèce politique qui existe sur le continent. Et c'est pour cela que vous êtes en train, vous avez fini dans la poubelle politique de l'histoire de votre pays. Impression et c'est ça que nous ne voulons plus, en fait. Monsieur le ministre, au début de cet entretien, vous avez souligné l'expérience de votre pays en matière de prise en compte des préoccupations de la diaspora. Quelle est cette success story togolaise que vous souhaiteriez partager avec les autres pays lors de ce 9e congrès panafricain de Lomé? Non, vous saviez, sur le plan, je crois que je suis mal placé pour répondre à cette question. J'aurais souhaité que vous la posiez à nos compatriotes de la diaspora. Mais vous savez, aujourd'hui, je crois que nos frères et sœurs de la diaspora sont très contents de rentrer au Togo. Bien sûr. Bon, écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là. Mais c'est pour dire à Robert Doucet, vous n'êtes pas un panafricaniste, en tout cas pas pour le moment. Mais si demain vous posez des actions, des actes qui représentent l'idéologie panafricaine, on en reparlera. Mais pour le moment, vous êtes juste en train de dérouler l'agenda politique de l'Élysée qui consiste à mettre en place un plan de riposte pour façonner le panafricanisme, c'est-à-dire réinventer un panafricanisme 2.0 ou 3.0 qui s'emboîte et qui s'accorde avec la France-Afrique et qui ne dérange pas les intérêts de la France. C'est ce rôle-là que vous êtes en train de jouer. Et toute personne, tout Africain, tout Togolais, conscient, savent que le régime togolais est tout sauf un régime panafricaniste. Il ne suffit pas de se faire décorer par Goïta pour être panafricaniste. Il ne suffit pas de fréquenter le régime, de fréquenter le gouvernement malien pour devenir un panafricaniste. Il ne suffit pas de dire que on veut créer l'africaphonie pour devenir un panafricaniste. Le panafricanisme est avant tout une idéologie créée dans la diaspora, par des Noirs de la diaspora.
d'accord, qui a pour objectif de mettre en lien et d'unir le continent africain et sa diaspora. Voilà, le panafricanisme est une idéologie qui est là pour défendre les intérêts du peuple noir, parce que les Noirs ne se trouvent pas qu'en Afrique. Voilà pourquoi je dis tout le temps, je ne me bats pas pour l'Afrique. Non, je me bats pour le peuple noir. Je me bats pour la dignité du peuple noir. Et là où il y aura de l'injustice, là où les Noirs subiront, je serai là-bas. Parce que ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a des Noirs. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que quand on parle panafricanisme, panafricaniste égale ou veut dire celui qui vit sur le continent africain. Non, le panafricanisme, ce n'est pas vivre seulement sur le continent africain. Le panafricanisme est d'abord une idéologie qui est là pour unir les peuples noirs. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais finir en vous disant qu'est-ce que le panafricanisme, pour que les gens puissent comprendre que être panafricain ne veut pas dire vivre dans un pays en Afrique. Non, puisque le panafricanisme n'a pas été inventé sur le continent. Mais les pères qui ont ramené le panafricanisme sur le continent, vous les connaissez. C'est comme les Nkrumah, etc. Mais le panafricanisme s'est fait tuer par les gens comme Senghor, avec leur histoire de littérature, l'émotion nègre de Senghor, etc. Alors pour ceux qui se mélangent et qui disent souvent aux panafricanistes, ah mais tu parles, tu te dis panafricain, rentre en Afrique, patati patata. Alors je vous explique. Le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, leur appartenance religieuse ou leur appartenance physique. Le panafricanisme est à la fois une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora africaine en une communauté africaine mondiale. Le cœur de son principe consiste en la certitude que les peuples d'Afrique et de la diaspora partagent une histoire et une destinée commune et que leur progrès social, économique et politique est lié à leur unité. Son objectif ultime est la réalisation d'une organisation politique intégrée de toutes les nations et peuples d'Afrique. Vous avez compris ou pas? Voilà, le mot panafricain est apparu à la fin, lors de la préparation de la première conférence panafricaine de 1900. Historiquement, l'idée se développe en réaction aux conséquences du démantèlement progressif de l'esclavage en Amérique. Vous avez compris ou pas? L'expansion du panafricanisme se retrouve dans les écrits et discours de quelques figures fondatrices, parmi lesquelles Edward Wilmot Blyden et Antenor Filman, celui qui a écrit l'anthropologie des races pour, démonter la théorie d'Arthur Gobineau sur la supériorité des races, etc., écrit par Arthur Gobineau. Donc, Antenor Filman et d'autres figures telles que Benito Sylvain, Webb Dubois ou Joël Augusti Roger contribuent à l'affirmation politique du projet panafricain. Vous avez vu, il n'y a pas un nom d'une personne née sur le continent. Mais néanmoins, on revoit que avec la décolonisation, celle-ci prend une ampleur nouvelle et se retrouve incarnée par des dirigeants tels que Kwame Nkrumah, etc. Donc voilà, pour ceux qui pensent que pour être panafricaniste, il faut forcément vivre dans les camps de concentration en Afrique, non, ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme est avant tout une idéologie, pas le lieu géographique où tu résides. D'accord? C'est très important pour moi de finir cette vidéo, mon décryptage là-dessus, parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion autour du panafricanisme. C'est certains qui disent aux gens, oui, mais rentrez en Afrique si vous êtes panafricaniste, etc.
En tout cas, le panafricanisme a été créé dans la diaspora par des Noirs de la diaspora. C'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vous remercie et je profite aussi pour remercier ceux qui m'envoient des messages sur mes réseaux, ceux qui me laissent des messages sur mon téléphone. Je vais bien, ne vous inquiétez pas, je suis en sécurité, il n'y a rien à dire à ce niveau. J'ai l'habitude de tout ce qui se passe en ce moment. Donc plus l'État français m'attaque, me persécute, plus les policiers m'attaquent et plus cela me rend fort. Voilà, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc sachez-le. Mais une chose est sûre, la lutte continue, la révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Bonne soirée à tous, on est ensemble. Ingeta, merci.